Nous sommes à Saint-Malo pour en partir vers le fleuve et vers l'histoire, sur le beau voilier qui portera le nom de Blanchon. Ce sont les enfants de Cancale, sur les eaux s'en vont naviguer, ont bien été 7 ans en mer, de terre sans pouvoir approcher. Vivrons-nous toujours en tristesse, aurons-nous jamais la liberté? Non, de pas ça a l'air. Mais nous autres, on dit des marsouins. Et nous, on appelle un autre nom. Oui, comment? Vous n'avez pas chez vous. Blanchon. Ah oui, Non, 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 non. Non, le bateau, on l'appelait. Le bateau, c'est correct, mais je parle du mammifère qu'il y a là. Du marsouin. Le marsouin. Ça, c'était un marsouin. Pour nous autres, à l'île aux Coudes. Mais pour Cartier, c'était un beluga. C'est les sauvages qui l'avaient baptisé. Mais lui, il a répété ce que les sauvages disaient. C'était un beluga. Ouais. C'est donc Cartier qui avait baptisé ça. Cartier écrit « Eûmes connoissance d'une sorte de poisson desquels il n'est mémoire d'homme avoir vu ni oui. Les 10 poissons sont aussi faits par le corps et tête de la façon d'un lévrier, aussi blancs comme neige, sans avoir aucune tache. Les gens du pays les nomment adotui. » C'est un grand animal du fleuve. Il y nage à l'année, tout blanc à la fin, d'une beauté étonnante, avec un sourire qui fait de la Joconde une petite fille maussade. Si tu veux, je l'emmène chez moi, je fais un petit banc, je peux le remettre. Ah, c'est un Blanchon. Parce que quand ça naît, c'est noir. Ouais. Le petit est noir. Donc Le petit est noir. Le chacun de la mer, là, il est noir. Ouais. Puis à mesure qu'il vieillit, à mesure qu'il bleuit, il devient gris, puis il devient bleuet. Ça s'efface, ça s'efface. Il reste qu'il n'y a plus rien que des taches de bleu sur la queue est bleue, pâle. Puis les ailerons là, que vous avez ici, là, ça devient bleu, pâle. 3 ans, ils sont tout blancs. Là, Blanchon, c'est le jeune adulte. Mais dans l'eau, on le voit très très bien. Attache plus, est-ce que ça vaut la peine de la corriger? Je veux rien. On est un peu négligé d'ici, là. Ah, mais c'est bien. Le bateau a été préparé avec amour, il reste quelques petites taches sur les peintures. Alors là, ça c'est quand même... Non, mais ça, c'est de la vie. C'est de la vie d'un animal. Est-ce qu'il a un cri, le beluga? Oui, il chante. La Marseillaise? Nous sommes à Saint-Malo pour en partir sur le Blanchon, nommé pour ainsi dire qu'il vise le cœur du fleuve. Non, parce que Jacques Cartier habitait ce coin-là. Oui. C'est ça, hein? Oui. Alors, on pense que à Ah, Menuisier... ça, c'est Jacques Cartier, puis ça, c'est la Duchesse Anne. Non, c'est Catherine Desgranges, sa femme. Ah bon? Oui, c'est pas la Duchesse Anne. Toutes sortes de quartiers voyagent dans les mémoires. Quartier de bronze, quartier de tourisme, quartier d'histoire, quartier marin, quartier capitaine. Nous cherchons chacun le nôtre. Quand on s'est retrouvé à Saint-Malo, un des moments très curieux, c'est que, bon, on marchait et puis il y a la statue de Jacques Cartier. Qui est belle, d'ailleurs. Ben, je sais pas si elle est belle, mais je sais que moi, je me suis retrouvé impuissant à Je ne dire... pas dire qu'elle est laide, parce que je vais prendre de la partie, moi, là. Parce que Non, moi, je l'ai vue, la statue, puis je l'ai trouvée belle. Non, elle est belle. C'était pas mon propos de savoir si elle était belle ou si elle était laide, c'est qu'elle ne me disait rien. C'était pas du tout mon quartier qui était là, c'était celui des gens de Saint-Malo. Achille, écoute. Un petit bruit qu'on aime bien, ça. Oui, ça, c'est un bon son. Ouais. Ah, t'as pas de verre, là? Oh, j'ai oublié d'emporter, là. T'as pas de verre dans ton bateau? Jamais. Tu bois pas sur le bateau? Jamais. Hein? Jamais. Tu bois pas sur le bateau? Jamais. Bon, ben... Parole d'homme. Bon, ben, hey, pas grave. On la ramène? Santé. D'après vous, c'est de la tour Solidor qu'il est parti? Oui, comme je vous l'avais expliqué, il est parti de la tour Solidor parce que comme ils étaient chargés pour 15 mois de vivres, ces bateaux à marée basse ne pouvaient pas s'échouer dans l'Anse de Narbonne, sans quoi lourdement chargés comme ils étaient.
il se serait brisé, les membrures se seraient brisées et l'expédition aurait été compromise, comprenez-vous. Or, les phares n'étaient pas ce qu'ils le sont aujourd'hui. Les phares ont des éclats, des éclipses et des occultations. Et par le nombre d'éclats, d'éclipses et d'occultations, ils parlent et disent « je m'appelle un tel et je me trouve à tel endroit ». Tandis qu'à l'époque de Jacques Cartier, il n'y avait rien. Rien, ils avaient leur pifomètre, ils avaient leur instinct, ils avaient leur prémonition. C'est tout ce qu'ils avaient pour aller partir à la découverte du monde. Avouez que c'est beau. Assurément. Ils avaient certainement aussi la foi. Ils croyaient en Dieu, ils croyaient en la Sainte Vierge, ils croyaient en tous les saints du paradis. Et rien qu'avec ça, ça leur donnait une force, une puissance pour pouvoir partir ainsi à l'aventure. Mais c'est ça un grand... Ils se sentaient protégés, voyez-vous. Oui. Mais c'est ça un grand marin. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter. Ah, ils sont vraiment... Vous pouvez pas fermer votre gueule, là! Ouais? Alors quoi, on fait du cinéma? Donc je vais la foutre, moi. D'accord. Un handicapé. Non, c'est un handicapé, c'est pas sa faute. Faut le laisser. Nous, on fait du cinéma 12 mois dans l'année. C'est un handicapé. Et les lieux où on pouvait ancrer, c'est de l'autre côté de la tour? Il n'ancrait pas là. Non? Parce que quand il y a des vents des coups de vent d'ouest-nord-ouest, ici, le mouillage est très mauvais. Donc c'est d'ici, c'est plutôt d'ici qu'il est ici, parti. c'était la rade Solidor, parce que regardez là, marée haute, eh bien, c'est complètement abrité. Tandis que ici, c'est pas abrité du tout. Moi, quand je caranais mes bateaux, j'ai carané toujours ici, surtout dans ce coin à gauche, là, on était complètement à l'abri ici. Mais qu'est-ce que tu fous là? Tu tiens plus ton hôtel là-bas, là? Je suis chez moi. Ah, t'es chez toi, là? Ici. Ah oui, ah oui, ah oui. Je suis chez moi. Et nous, on est chez lui. Oui. Le quartier n'est pas parti. De Saint-Malo, il est parti d'ici. Mais c'est ce que je viens. C'est ça qu'on Les raconte. couillons de roi, c'est ce qu'on est là pour ça, pour le dire. Allez coucher. T'es complètement bourré. Allez coucher. Et vous n'aurez pas de... J'ai voulu écrire un petit poème sur cette chapelle du Verger. Je vais vous en rappeler quelques lignes. La chapelle du Verger, sur la friche rocheuse solidement plantée, dans le calme rêveuse, elle vit esselée. Des époques ont passé, que de tempêtes aussi, navires et naufragés ont sombré dans l'oubli. Combien furent en danger, sombrant devant la lame, et revinrent prier en ce lieu Notre-Dame. Oui, alors c'est la chapelle des marins, c'est la chapelle des marins du pays, ici, puisque autrefois le métier de marin les menait à Terre-Neuve, c'était Terre-Neuve la pêche là, bon, oui. Eh bien, les marins de Cancale, avant de partir à Terre-Neuve, tous, ou à peu près tous, venaient ici y faire leur adieu. Hein. Qu'est-ce qu'ils venaient faire? On y déposait un cierge. Qu'est-ce qu'il venait faire? Il venait voir la bonne Vierge d'ici et lui demander la grâce de revenir la voir au retour. C'était surtout ça, parce qu'au départ, il venait là mettre le cierge, mais dans l'intention de revenir mettre le cierge au retour. Et ça m'est arrivé. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire aidez-nous Eh oui, absolument. C'était la Vierge des marins, la Vierge du Verger. Et le marin était croyant? Et le marin était croyant, oui. T'es jamais allé là-bas, toi, au Verger? Ouais. Bien sûr, je vais même pas maintenant, là, je vais pas pour y aller longtemps. Oh, là, je suis pas un fanatique. C'était fait pour les marins, quand même? Oui, enfin, les marins, les soldats, tout ça. Ils étaient croyants parce qu'ils avaient peur de mourir? Mais non, un marin n'avait pas peur de mourir, mais un marin, il était comme tout le monde. Il préférait survivre que mourir quand même. Alors, ben, il vient demander ici qu'on l'aide et puis que, autant que possible, on le ramène. S'il y a un paradis, j'aurai une place assise. Eh, pourquoi donc? Dis donc, pauvres pêcheurs. Ah oui. C'est pour les pauvres pêcheurs. C'est pour ça qu'on pêchait beaucoup. Voilà, il faut être sage parce que tu vas plus revoir ton maître. Tu vas partir. Hein? Il faudra bien pondre.
faire des oies grasses. Hein? Des petits tout gras. Hein? Allez, au revoir. Hop. Voilà. Allez, au revoir les petites bêtes. On vous dit bonjour et on vous dit au revoir. Oui, ça y est. Ça y est, c'est parti. Non, il faut y aller. Hein. Dans... Ah oui. Et le mouton, il est où? Dans un quart d'heure, il est dans le coffre. Oh. Dans un quart d'heure, on est partis, les enfants. Hein. Voilà, c'est bon. Mise en envers, ça va. Laisse. Tu vois les roches qui y a à côté. Ça prend des pilotes pas mal habiles pour sortir d'ici. C'est difficile la navigation. Ouais, ça y est. Ce sont les enfants de Cancale, sur les eaux s'en vont naviguer. Ont bien été 7 ans en mer, de terre sans pouvoir approcher. Vivrons-nous toujours en tristesse, aurons-nous jamais la liberté? Regardez-la bien cette cloche là. Entendez-la. Eh bien ça les enfants, c'est le dernier bruit. C'est le dernier bruit que vous allez entendre de la Terre, parce que c'est le signal de départ. C'est la fin de Saint-Malo. Ah ouais. Maintenant c'est le large. La fin du bruit. La fin du bruit. C'est parti les enfants. Combien, 4 compas 275. Là, on est parti. Mais curieusement, on est sur l'océan, mais pour moi, on est parti vers le fleuve. Tu sais, la Côte-Nord, on va voir, imagine-tu qu'on va se promener sur la Côte-Nord comme des bons par mer et à voile. On peut pas faire, c'est bien difficile de s'organiser ça dans nos vies. Il est trop gros pour nous autres, le fleuve. On le connaît par petits bouts. Moi, j'ai le goût comme d'un gros poème, un pesant, un long, tout ça. Puis là, ben, j'ai cette occasion-là, si tu veux. Sauf que, là, jusqu'aujourd'hui, je sens que je suis capable de commencer. Ben, là, on est bien, c'est calme, on s'en va. C'est quoi le titre? Oh, pour le moment, je l'appelle le poème du fleuve, là, parce que je pourrais trouver rien d'autre. C'est ça, je suis parti de... C'est un brouillon, là. C'est des notes, des petits bouts, des choses comme ça. Mais ça je parle dans l'histoire bien difficile à imaginer. Le fleuve commence à Saint-Malo. Dans nos vies, à cette heure toute balancinée, facile par le blanchon de passage, le fleuve commence à Saint-Malo. Il faudrait qu'il y ait des dieux dans le Saint-Laurent. Tu sais ce que ça veut dire paysage? Pays. C'est un vieux mot qui se disait, tu sais, païen. C'est le même mot, païen, paysan, paysage. Qui est dans le paysage? Le paysan. C'est le même mot. Quelle est sa religion? C'est la religion païenne. C'est le même mot. Et qu'est-ce que c'est ce vieux mot? Ce vieux mot, c'est un mot qui se disait pagus. D'où est venu paysan, païen, paysage. Et pagus, c'est le même mot que ma page. La page que le matin j'écris, parce que c'est mon métier d'écrire. Comme si le paysan qui laboure son fragment de paysage, comme si le païen qui va adorer des dieux avait la même occupation que moi lorsque j'écris ma page.
ce sont deux sortes d'activités païennes. C'est-à-dire mettre des dieux, je ne sais pas quel dieu, à un endroit donné et que ce dieu soit nommé. Redis-moi quelques passages de ton poème. C'est le fleuve, comme je le porte actuellement, c'est une idée, c'est une distance, c'est une privation, c'est un manque, c'est une frustration, c'est une indécence, c'est une douleur dans une fierté bebête, c'est une invention pas finie, ça a l'air des fois d'une catastrophe, c'est certainement plus beau que tout ce que j'en ai vu, c'est évidemment un symbole, un gros, celui du commencement de l'identité folle, je dis folle, comme on dit focaille, une identité qui focaille d'un bout à l'autre du fleuve. Je me suis senti aussi, appartenu comme étranger en Gaspésie, par exemple. Je suis rendu là. La première chose que j'espère de vous, c'est de restituer au Saint-Laurent sa grandeur. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il est grand. La première idée qu'on a de ce fleuve lorsqu'on le voit pour la première fois, même à des endroits où pour vous il est étroit, pour nous il est immense. Symboliquement, c'est les difficultés qu'on a tout le temps, les Québécois, à figurer, sentir le pays dans lequel on vit. Il y a bien des qualités et des petits défauts, puis entre autres le petit défaut d'être tellement vaste qu'on est toujours en train d'essayer de l'attraper. Je sens un certain silence du Saint-Laurent. Moi, je voudrais bien être d'un pays qui n'a pas encore une tradition de texte sur le fleuve. Parce que ça vous laisse du travail à faire. Ça vous donne des poésies à écrire. Ça vous permet de tourner des films. Ça vous permet de peindre des tableaux et ainsi de suite. C'est-à-dire, votre culture est devant. Elle ne vous pèse pas sur les épaules. Moi, je suis quelqu'un de lent. Alors, hier, j'ai essayé ma tuque. Aujourd'hui, t'as prévu quoi? Aujourd'hui, j'essaye ma plume. C'est bien parti. Dors donc, t'es fatigué. On y. C'est joli une tourterelle, hein. C'est plus joli que les ramiers. Hein. Ça va, belle. T'as faim? Ouais, belle coco. Oui. C'est chouette. Il y avait un cousin du lièvre et un gros ours à l'orée d'un petit bois. Et ils étaient tous les deux en train, calmement, sereinement, en train de faire caca. Alors, le gros ours regarde le cousin du lièvre et lui dit « Coudon, cousin du lièvre, le caca dans le poêle, toi, est-ce que ça te dérange? » Le cousin du lièvre réfléchit un instant. Il boit un verre. Non! Il boit un petit coup d'eau. Ah bon? Il dit non, moi, le caca dans le poêle, non, ça me dérange pas vraiment. Alors, le gros ours prend le cousin du lièvre et il s'essuie avec. Histoire d'oppression. C'est une magnifique histoire d'oppression. Michel, t'en as un peu là. Coupe-là, ce petit agneau qu'on a connu si Nous, on l'a vu là. Bah, nous, on l'a vu mourir. Je l'ai. Attention à vous. Il est mort, Il est juste bien, il est encore saignant. Piqué à l'œil comme ça. À 200... Regarde la tête à Michel, ça a l'air bon. À 200 km de la Terre, manger du gigot. Lui, il a demandé. Sanglant. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi touchant que ça? D'aussi touchant que ça? Touchant, regarde, Bah, c'est des couilles. La base, tu sais, d'un tas de problèmes, c'est ça. Et si t'appuies fort, les problèmes s'en vont. Non, mais c'est extraordinaire quand même, c'est d'une beauté. C'est beau. Maman, explique-lui parce que... Aidez-moi, madame. Elles sont peut-être encore vivantes, méfie-toi. Elles sont encore vivantes, c'est ça qui est extraordinaire, oui.
J'aime la vie, j'aime manger. Ça, c'est la réconciliation d'une certaine façon. C'est inquiétant, mais c'est au moins honorer l'animal. C'est vrai qu'on le tue, c'est vrai qu'on mange. Beaucoup de quelque poésie, chose de quand même. C'est pas de la poésie, ça. Ah. C'est de la... Non, c'est juste du réel. C'est du réel, c'est du sacré. Hein? Puis le sacré, c'est du réel, c'est du quotidien, c'est ça. Ah, celui qui a élevé le mouton. Oui, à l'éleveur du mouton, ça, c'est Oui. important. Oui, mais une gorgée. À notre père et à notre mère qui ont élevé le mouton. Ouais. Il y a beaucoup de ça. Ça te fait pas, ça t'impressionne pas, ça? C'est très bien. Viens voir dessous, là. Tiens, hein. Regarde. Aïe, aïe, aïe. C'est beau, regarde donc. Martin, ça, c'est un lock. Ça sert à mesurer la vitesse du bateau. C'est très simple comme outil. C'est une planche, une petite planchette avec du plomb dedans pour que, dans l'eau, elle reste verticale. Alors, l'eau frappe ici et elle reste là. Alors, le bateau avance et le fil va se dérouler comme ça. Et je vais calculer combien de longueur de fil passe en 30 secondes. Ça va me donner la vitesse du bateau. Pour calculer la distance parcourue, c'est le fil. Et pour calculer le temps écoulé, c'est ce que tu as dans tes mains, un sablier. On s'essaye, es-tu prêt? On passe de la théorie à la pratique. C'est ça. Oh. Alors, quand ça va partir, tu tournes pas tout de suite. T'attends mon signal. OK. Moi, j'attends le premier nœud ici, là. Tu dis go. Et je vais te dire sablier. Ça va? Ouais. Toi, tu tiens ça assez haut. OK. Touille-moi pas, moi. Laisse filer, laisse filer. Laisse filer en masse. Bon. Passez le plomb. Vas-y, c'est parti, c'est parti. 1. Vas-y, sablier. Tu me dis quand le sablier est fini, Martin. Ça, c'est le deuxième nœud. Ça fait un nœud de fait. Et c'est pas la remontée, c'est vrai, hein? 2 nœuds. Et ça chauffe. 3 nœuds. Aïe, aïe, mes doigts. Parole célèbre. Surveille ton sablier, 4 nœuds, surveille ton Voulez-vous arrêter sablier. de me chatouiller, bande de rastaquaires, zouaves, 5 nœuds. semi-pontificaux. Fais ça vite. Hop. Alors là, je l'ai arrêté. Là, il se défait à l'autre bout. Alors là, je peux calculer. Mon 5e nœud est là. Puis là, moi, je... Et j'ai calculé le nombre de brasses. Il y a 10 brasses par nœud. 1. Attends, qu'est-ce qu'on fait? Tu tournes. Est-ce que tu peux? C'est ça, ça va. Tourne la main si tu veux. Dis à quelqu'un de tenir le... Hey! Oh, les bobés! Pas de bon sens. Non, mais c'est ça. Ah non, Ça va 3, mais il y a, à mon avis, 3 modes de connaissance. Le technique, celui-là, le scientifique, et puis l'autre mode qui passe par la philosophie et la poésie, mais qui est, que j'appellerais le mode extatique. Ouais, ben là, on expérimente le mode pratique. Celui que je préfère. Le mode extatique est définitif. Bon, Le mode là, ça commence. diadysiaque, si vous voulez. Ça commence à avoir de l'allure. M'apparaît la forme supérieure de la connaissance. Dans tous les textes du temps de Cartier, il n'y a personne qui fait un gros flafla avec les mesures. La navigation avec Cartier, c'était une navigation relative. Oui, comme la nôtre. Mais tu disais que c'était précis, c'était sûrement précis, que c'était très précis. Et depuis le début, je te dis que c'est pas possible qu'il soit précis. Allons maintenant, plus loin, je te Denis. suis quand tu me dis que c'est pas précis et que c'était pas précis. Je te suis maintenant de mieux en mieux. Ce que je disais, c'est que cette navigation, selon leurs critères à eux, était suffisamment précise. Je disais qu'elle était très précise leur navigation. 48 heures avant d'arriver, je te dirai à quelle heure on arrive. Ben, et je donne ma caisse de champagne qu'on arrivera à l'heure. 48 heures avant d'arriver, mon cher ami, Cartier puis Champlain auraient pu te retenir ton pari. Non. Te dire peut-être pas à la minute. Non, mais peut-être pas à la minute. Avec un sablier qui se tourne à l'envers quand les esprits sont mauvais et qu'on balance pour gagner du temps dans l'écart, ils pouvaient pas savoir quand ils arrivent. C'est impossible. La seule précision qu'ils pouvaient avoir, c'était la vigie qui était en tête de main pour leur dire terre. Et Cartier, lorsqu'il est arrivé au Canada, là, il a vu la terre, il a dit on est rendu, et puis c'est tout. Mais il ne savait pas s'il est arrivé 2 jours avant ou 2 jours après. C'est quand il a vu la terre, il a dit on est rendu. Alors Parce que son log, vous savez, avec les bords qu'il avait tirés lui aussi, le log, si on marchait en ligne droite, on pourrait suivre les indications du log. Oui. Mais comme on le voit ici et là, ce que donne le log, vous savez, c'est bien erroné tout ça. Le traité de la marine et du devoir d'un bon marinier. As-tu déjà lu ça?
Non, jamais. Il l'a écrit et ça a été publié en 1632. Ah oui. Donc vers la fin de la vie de Champlain. Champlain. Bon, alors quand il parle de l'estime, il recommande de s'en servir à toutes les 2 heures. Donc, tu vois, 2 heures, 4 heures, 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures. Il s'en sert à toutes les 2 heures. Le nombre de nœuds, c'est évidemment le résultat de l'expérience. Le nombre de nœuds qui est passé dans sa main, il note 3, 2, 4, 5, 2. Le nombre de brasses, c'est que... C'est-à-dire la longueur entre les nœuds? Ben, c'est ça. Il calcule qu'il y a 7 brasses entre chaque nœud. Alors, il complète sa mesure ici avec le nombre de brasses. Et de même que la direction du vent et du bateau. Cap-au-nord, oui, c'est ça. Alors ça lui permet de dire... C'est une table d'estime, quoi. Ouais, entre telle heure et telle heure, je suis allé dans telle direction, à telle vitesse, et il reporte ça sur la carte. Ouais. Et à toutes les journées, à toutes les 24 heures, il faisait la somme de ça pour essayer d'établir où était rendu le bateau. À tant de milles du point de départ, et à telle latitude, et à telle longitude. Alors, ils avaient trouvé un moyen de vérifier leur estime, c'était en évaluant de façon d'ailleurs assez précise la latitude du lieu où ils se trouvaient. Pour ça, ils se servaient de l'observation des astres par soit l'astrolabe, qui était un des moyens connus depuis longtemps, soit l'arbalestrie ou bâton de Jacob. L'arbalestrie. Là, il n'est pas encore assez haut. Hop là. Et j'essaie de mettre le bas du marteau à l'horizon et le haut du marteau sur le soleil. Voilà. Alors là, j'ai une lecture forcément approximative parce que le bateau bouge, la vague fait bouger le bateau. Et ça me donne... Peux-tu m'aider à lire ici? C'est la 4e barre, ça? C'est la 4e barre. Voilà, c'est la 4e. 65, 66, 67, 68, 69. Non, 2 barres pour 1 degré. 65, 66, 67 et demi. Oui. Alors, ça veut dire que le soleil est à 67 degrés et demi de hauteur. 30 minutes, hein? Bon, avec ça, j'ai un crayon ici, ils savaient, eux autres, tous les marins navigateurs apprenaient le calcul suivant, que la latitude est égale à la déclinaison du soleil plus 90 degrés moins l'angle que je viens d'observer qui était 67 degrés et demi. Alors ça, peut-être que tous les marins ne comprenaient pas la formule, mais tous les marins apprenaient la formule. Et à quel rythme vous vérifiez la latitude? Eh bien, mais avec le sextant, à chaque fois qu'il était possible. Dès que c'était possible? Mais c'était pas tous les jours, hein. Non. Parce qu'il n'y avait pas de soleil tous les jours. Oui, oui. Non. Donc ça pouvait arriver que vous retrouviez très loin de la latitude. Oui. Alors à ce moment-là, on revenait. Oui. Enfin, nous avions une latitude sûre. Et nous atterrissions sur les 44 de latitude. C'était ça que nous cherchions. Ah, si la latitude correspond à leur estime, ils étaient satisfaits. Et ça leur permettait même d'écrire une longitude. Parce qu'à ce moment-là, ils estimaient que le dessin qu'ils avaient fait de leur chemin était bon. Il y avait un autre instrument qui permettait la même vérification, qui est peut-être plus connu, c'est l'astrolabe. Sur le cercle principal, il y a un morceau qui bouge qui s'appelle l'alidade, et dans laquelle il y a des coches, des petits trous, des pinules qu'ils appelaient. Alors, ils essaient de mettre vis-à-vis la lumière du soleil les 2 pinules. Bon, à première vue, on est tenté de penser qu'ils regardaient le soleil comme ça puis qu'ils essayaient d'ajuster. Moi, je ne crois pas que c'était la manière la plus commode de s'en servir. Je crois que la manière la plus commode, c'était de projeter l'ombre sur le pont du bateau où on voit les 2 pinules. Là. Quand elles se superposent, tu vois la lumière passer au travers. Pas tout à fait encore. Voilà. Là, je trouve 68 degrés et quart. Et sur l'autre, on trouvait 67 degrés et demi. L'essentiel dans une navigation, c'est toujours l'estime. C'est-à-dire le point astronomique, il n'est pas essentiel, comme disait Jean tout à l'heure, parce que le point astronomique, même de mon temps, il y a environ 30 ans, n'était là que pour confirmer l'estime. Moi, je leur disais que les quartiers devaient naviguer avec beaucoup de précision. Oui. On en a au moins la preuve, c'est qu'il arrivait toujours au bon endroit. Puis Champlain a traversé 23 fois l'Atlantique, puis on sait qu'il est arrivé au bon endroit. Alors, il n'y a aucun doute que ces gens-là naviguaient avec grande précision. Mais non, il me disait toujours, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était pas précis. Aujourd'hui, c'est précis. Aujourd'hui, on n'a qu'à s'asseoir puis regarder sur le sat-nav et on sait où on est. Ça, c'est précis. C'est très simple à comprendre. On peut être très précis sans l'être. C'est-à-dire tu pars d'un point et tu arrives exactement à ce point. Mais entre les deux, tu fais n'importe quoi.
Oui. Tandis que maintenant, on est précis à chaque point. La mienne vie a presque toujours côtoyé la grande allure, mais il m'en manque des morceaux. Comme je n'ai jamais eu assez de liberté pour la connaître tout entière, la grande allure, toujours prisonnier d'autre chose et même volé. Au bout de mon compte, de grands morceaux me manquent. Bon, 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 le Blanchon s'en va. Le Blanchon s'en va si bien, tout doucement aujourd'hui, comme un bon. Il reste quand même encore tout l'Atlantique à saumonner. Le vent dans le cul, un petit moment, parfaitement, les voiles bien larges. Tout seul dans l'immense qui se change en immense sous nos yeux. On s'enfouit dans la brume partout, on s'infinise dans la nuit en passant vite, on s'enfouit dans l'infinitude de la nuit, on se retrouve alors dans le pareil qui chante. Je suis heureux d'être ici car j'avance dans ma patience, je bouge dans mon attente et que je sais que petit morceau par petit morceau, je vais manger l'évidence. Jusqu'à savoir quelque chose que je ne sais pas encore et dont je me conterai le souvenir pour fonder et arrimer une célébration. Une célébration de brume ou d'appartenance, de clarté ou de confusion. Je suis prêt à prendre ce qui s'en vient. Tout ce que je sais, c'est que je le risque avec joie d'aimer encore plus la vie barbare dans mon pays trop poli, mon beau grand pays mou. Et que ça risque de faire mal encore plus. En attendant, le bateau occupe tout le temps. À être en quelque sorte soi-même bateau. Être en quelque sorte bateau soi-même, c'est-à-dire en connaître chaque petit coin où on peut arriver à se cogner. Assister au mal de mer à son plus lyrique, honteusement content de ne pas y être livré. Maintenant que c'est presque passé, là, comment t'as trouvé ça, l'initiation, le mal de mer et tout? C'est dur. C'est ça dur? Ouais. Elle m'a jeté par-dessus bord. Non. Mais ça a juste passé par l'esprit puis c'est ressorti par les oreilles. Par la bouche aussi, c'est pas mal sorti. Petit Martin mène un grand combat. La mer l'éprouve et l'initie avec grande rudesse. Lui donne toute la misère qu'il peut prendre. Il vomit avec résignation. Et même une fois, je crois que je l'ai vu vomir avec détachement. Jean, qui jongle à l'ordre des choses, Jean tient la barre avec acharnement. Quand il vomit, lui, c'est comme un éléphant de mer barri. Je ne sais pas du tout si les éléphants de mer barrissent, mais je sais que Jean pourrait leur montrer comment. D'ailleurs, vous avez un style familial, hein? Ah, surtout le style, le cri. Le cri, surtout. C'est pas tout à fait comme ça, parce qu'il y a plusieurs notes. C'est l'appel au vomissement. On avertit l'estomac qu'on est prêt pour voir que la bouche est ouverte. Alors, voilà, là, c'est vraiment une espèce de moment lyrique, là, en tout cas. Hein? C'est ça, une pointe de départ. Ouais. Ensuite, un moment lyrique, vraiment purement lyrique, une espèce d'opéra stomacal. Bah, j'étais comme le gosse, là. J'ai eu le mal de mer pendant 45 ou 48 jours qu'on a mis de traversée. J'ai eu le mal de mer tout le temps. La première traversée? Oui, toute la traversée. Ah, je pense que je voulais faire le tour du monde en solitaire. L'histoire du mouche, là, oui, ben, une drôle d'histoire encore, celle-là. Ouais, j'allais chercher à manger, là. Moi, je faisais le service à la chambre à l'arrière, comme ça. Et j'allais chercher à manger là. Je vais chercher à manger dans une grande gamelle comme ça de fer. Et c'était des haricots. Qu'il y avait ce midi-là, rien que des haricots, il y a pas de choses. Hein. Vous savez, des haricots avec un peu de graisse comme ça, puis voilà, avec ma gamelle de haricots. Comme j'avais le mal de mer et j'avais toujours envie de dégobiller, et ben mon Dieu, j'avais la gamelle que j'avais du mal à porter, une gamelle pour 17-18 bons hommes. Puis j'ai eu envie de vomir, bien sûr, de dégobiller. J'ai pas pu enlever ma gamelle, j'ai tout vomi dans ma gamelle. T'as pas envie de vomir, Martin? Qu'est-ce que t'as dans la main? Voilà, c'est la mer, ma pote, tu vas m'avoir avec ton petit sac, par exemple.
C'est marqué dans les livres de bord ce matin. Martin passe du vert au jaune. Eh ben, vous savez ce que j'ai fait, quoi. Ce que vous auriez fait. Vous avez tout mélangé dedans? Comme la louche était dans le... Je prenais la louche de ça. Ben, j'ai mélangé tout. Et puis, alors, on n'a plus rien vu du tout. Et puis, alors, chacun se sert copieusement. Et tout le monde a mangé. C'était délicieux. Moi aussi. Vous avez mangé aussi? Ben, sûrement. Ben, si je n'avais pas mangé, ben, ils auraient dit... Tu ne manges pas ou quoi? Ou alors, quelquefois, il y aurait eu un doute. L'évidence en est un peu mystérieuse qu'on avance dans ce qui change, se nouvelant, et dans le pareil qui va se dépareillant. L'incurable romantisme de la mer elle-même, qui est comme un gigantesque cliché. Les flots sont argentés, comme un vieux poème qui a beaucoup servi. D'être partout et nulle part à la fois, d'une certaine façon. C'est très abstrait, d'un certain côté. Heureusement que vous êtes là pour me dire qu'on est là où on est là, parce que ça n'a plus d'importance. On est dans l'immensité. Le pur plaisir d'être là, tout bêtement océanique, comme hier nuit à savourer la suave soupe ordinaire sous la grande tuque d'étoiles avec Denis comme deux bébés joviaux. Les baluets que l'expérience assure sont partout à la fois. Ça y est, c'est passé, hein? Ah! Ça passe clairement dans les bords? Ouais. Tu restes là, je vais te donner du sparadrap pour mettre dans les barres de flèches. Dans la solitude commune, ils sont au centre de nous, comme le cœur du bateau, comme le cœur du Blanchon. Qui sait où le Blanchon va? C'est pas les mots pour le dire, tellement c'est beau. Tendu dans la patience, nerveux dans l'opiniâtreté, souple dans l'équilibre, l'air de s'appuyer sur le vent, enveloppé de sommeil manqué, dormant sans dormir, rêvant sans se coucher. Allez, toi qui, qu'est-ce que tu veux me dire? Les baluets, vous êtes des fifolettes de la mer. Hier, il faisait vraiment trop beau pour rien faire. Et c'est ce que mystérieusement j'ai fait. Tu vas bien, Michel, t'es malade? T'es malade? Tu vas pas? Si on peut être malade de plaisir, de bien-être, de bonheur. Tiens, un petit dauphin, regardez. Tout béat devant les dauphins fugaces, évanescents, que Jean finit par traiter d'agaspicette, les traîtres qui ne se montrent que pour disparaître. Voilà. On va être devant le bateau, je pense. Maudit! Il y a des dauphins! Enfin, des dauphins! Tout bêtement océanique, parce que l'océan océane comme une bonne, doucement barouetté dans le lit, rudement bercé, à rêver des rêves pleins de terre et de maisons, et d'Isabelle au rond bedon où rêve l'enfant. Pas Isabelle. Et d'Isabelle au rond bedon où rêve l'enfant de notre fête. C'était pas ce que tu disais. Océanique. C'était pas Isabelle. Imbécile. Qui est français? Comprennent rien, jamais. On commence à partir d'Isabelle. Tout bêtement Isabelle, océanique, parce que l'océan océane comme une bonne, doucement barouetté dans le lit, rudement bercé, à rêver de rêves pleins de terre et de maisons, et d'Isabelle au rond bedon, où rêve l'enfant de notre fête. En tout cas, c'est clair comme une voile que notre aventure est une fête et qu'une fête, ça se fête, même si on ne sait pas ce que c'est au juste du juste. Bon. Oui, à la fête. Alors, Benini, tu irais bien chercher la bouteille pour la fête, alors? Quand il va rentrer. Wow! Je pense qu'il y a des imbéciles qui sniffent de la cocaïne. J'ai pas compris. Alors, il y a une chose que j'ai pas... Il est beau, le poème, c'est beau ce que tu écris. Ouais, dans les prénoms, tu t'es trompé. Non, on fait bien des faces, mais ma blonde et la mère du bébé qu'on va avoir ensemble, elle s'appelle Isabelle. C'est elle que j'aime. Isabelle. Michel,
Vous allez dire voir un peu de vin? Ouais, ça a l'air la tempête là-bas, hein? Allez, vite. Il va sûrement y avoir 30 nœuds de vent là-dessous. C'est un coup à éclater toutes les voiles pour un petit truc de rien du tout. Là, hein. Voilà. C'est ça, ça endommagerait les voiles. En fait, ça serait épeurant et ça endommagerait les voiles. Et on compte pas sur toi pour les réparer, alors... Il faut coudre. Et pour des petites choses comme ça, hein, c'est très limité. Hein. Penses-tu qu'on va l'éviter? On est en train d'éviter là, hein. On change de cap comme ça. Hein. Je pense que Nous partions dans le début de mars. Et là, il n'y avait pas de problème, c'était l'époque des tempêtes. Mais c'était toujours, toujours des vents debout, toujours du nord-ouest. Hein. Donc c'était pas du tout favorable pour vous y alliez? Pas du tout, pas du tout. Et à la limite, actuellement, c'est plus favorable d'y aller, c'est beaucoup plus. Et puis en tout cas, il y a moins de tempêtes. Ouais. Hein, vous subirez moins de tempêtes. Hein. Mais ce qui là, j'ai vu la tempête nous prendre à Saint-Malo, puis nous... Oh là 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 là. Tiens bon ton cap. Oui, j'essaie. T'es au cap là? Ah ouais, pas vrai. Oui. On prend un petit peu de grand voile? Ouais, vas-y, on va essayer. Remonte un peu au vent! Là, un petit peu au vent là-bas! Non, par là. Non, l'autre sens! Par là. Non, par là. Non! Vas-y encore! Vas-y encore. Regarde pas le compas. Doucement, doucement, doucement! Encore un peu! Là, vire, maintenant, par là! Par là! Oh, Michel! Tu penses à quoi, là? À Victor Hugo! À Victor Hugo? Il barrait Victor Hugo? Hein? C'est vous le grand poème de Victor Hugo, Océanonox? Vas-y. J'ai une version, moi. Tu as une version? Une version à moi. Alors? Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines et qui sont revenus tout mouillés. T'as pas eu l'occasion de te mouiller souvent, toi. Vous vous souvenez à peu près de l'endroit où vous aviez... Pêché? Non, vous étiez tombé à l'eau, là, Oh, dans Puccia. oh, non, là, c'était dans le sud de Farewell, là. Ah ouais. Dans le sud du Cap Farewell. Qu'est-ce qui est arrivé? Nous avions eu un coup de torchon, là, dans le sud du Cap Farewell, et nous avions été dégrayés, dévoilés, totalement. Nous étions à sec de toile, et nous étions restés en travers comme ça à un moment. Il y avait tout à craindre. Tout était déchiré, tout était... Tout était déchiré, il ne restait pas un mètre carré de toile. Quelle force de vent vous aviez? Combien? Quelle force de vent? Oh, je ne sais pas, c'était le maximum, je n'avais jamais vu. Ah oui, vous n'avez jamais vu au-dessus de ça? Ni pire. C'était... Oui. Ouais. Oh, c'était une fumée, c'était plus du vent, c'était une fumée. Et puis une mer déferlante. Le gui lui était cassé en deux. Alors nous étions en train de ramasser ça comme nous pouvions à 7 ou 8 bons hommes, 5 d'un coup de... Il est venu un paquet de mer, 5 ont été balayés au loin, dont je faisais partie. Et je me suis retrouvé, je ne sais pas comment, je n'ai rien vu, j'ai agrippé, je ne sais pas ce que j'ai agrippé, et puis c'était des morceaux de toile d'artimon et un bout de gui. Et puis alors le bateau était livré à lui-même, il dérivait.
C'est ce qui nous a sauvés tous. Il a dérivé sur nous. Nous étions cramponnés les autres à ceci, à cela, je ne sais pas quoi. Et puis le bateau dérivant sur nous, et le bateau est venu presque auprès de nous. Et on nous a gaffés avec des gaffes. À ce coup-là, vous savez, je dis ça y est. Vous seriez passé de celui-là. Je croyais que ça y était. Bah, je dis, lorsque le vent s'est accalmé, lorsque la mer est devenue à peu près acceptable, tout ça, je dis juste, mes bottes sont pleines d'eau, je ne peux plus marcher, comment ça se fait? Mes bottes sont pleines d'eau. Et bien, il était 6 heures le soir, et je ne m'étais pas aperçu que mes bottes étaient pleines d'eau depuis 11 heures le matin. T'as dormi? T'as dormi? Oui, ce matin, là. Ah ouais? Un petit peu. Combien de temps? T'es tombé cette nuit de la couchette? Oui. J'ai essayé de dormir par terre, mais c'est pas évident non plus. Quand t'es d'amant, hein? Bah, ton premier coup de vent, c'est pas fini, là? Non, non. On va continuer. Peut-être pas très longtemps, mais enfin... Joli, hein? Ça marche tout seul, mais on va nulle part. Tu souffles, hein? Bon, je vais essayer de... Oh non, trop, tu sais. Prends ta main. Souffle, hein, les vaches. Quand tout ça va rester comme ça change rien. En tout cas. Je réalise physiquement ce qu'on ne réalise jamais, que c'est grand l'océan, que c'est pas facile la mer, que c'est pas cute, c'est pas joli faire du bateau à voile, c'est pas romantique. Faire une traversée de l'Atlantique, c'est pas romantique pantoute. Et ça, je trouve ça extraordinaire de réaliser ça et de vivre ça. C'est quelque chose de relativement difficile, de relativement éprouvant. Je dirais même que c'est assez austère. C'est un petit côté austère, oui, c'est juste. Puis moi, je me suis dit, assez hâte que ça finisse pour pouvoir m'en souvenir. Ça va être assez beau. Quand je vais m'en souvenir. J'aurais pu faire un avocat, j'avais écouté mon père. Ça aurait me dire. Tu serais pas là, dans Guiguinet. Ouais, tu serais dans les bureaux au chaud. Ah, dans un bureau air climatisé. Depuis le départ, j'en ai pas vu un qui s'est lavé. Hein. On avait donné le mauvais pli il y a bien longtemps déjà. Il y a longtemps qu'on se lavait plus. Dis donc, toi, est-ce que tu t'es lavé? Non, non. Ça vaut la peine d'être un peu fou pour vivre comme ça. Sur le bateau. Un peu fou comme vous autres, les baluets. Nous? Oui. Déjà, ça devrait t'inspirer, Michel. Ça n'existe pas l'inspiration. On prend ce qui est là, on prend ce qui passe, mais ça inspire pas. On devrait changer ça d'ailleurs. On devrait au moins dire aspiration. On aspire le poème. Il vient pas des choses. C'est une invention humaine et seulement humaine. Tes poèmes, toi, tu restes un peu flemmard quand même. Sur mon petit poème, oui, ça fait bien plusieurs jours que j'ai pas travaillé sur mon poème. Mais vois-tu, c'est comme j'ai pas entendu, impossible. J'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Là. Ça fait plusieurs jours que j'ai pas travaillé sur mon poème. Cela est vrai. Cela... Tu t'accuses? Cela est physiquement impossible, je crois. Mentalement aussi, peut-être. Mais ça, je ne sais pas investiguer jusque-là. Bien sûr, il y a La Mer qui a été écrite par Charles Trenet, il a su beaucoup mieux que moi écrire La Mer, mais je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur ce qu'il a écrit. Parce que lui, il a écrit La Mer, vous savez, il a vu la mer des hauteurs de Narbonne, là, ou de je ne sais pas où. Et il a vu la mer bleue, une belle mer, et il l'a écrit parfaitement, je tire mon chapeau. Mais moi, c'est pas cette mer-là que j'ai connue. J'ai voulu écrire la mer qui a été la mienne, et qui n'a pas été ni belle ni bonne,
qui m'en a fait voir de toutes les couleurs. C'est impressionnant, hein. Ça fait 3 jours, 4 jours qu'on est comme ça? Ouais. À ne rien voir? J'ai vu comme ça des semaines entières, ça durait. Cette brume. D'un côté, nous étions heureux que cette brume persistait parce que c'était généralement du beau temps. À Terre-Neuve, sur les bancs de Terre-Neuve, lorsqu'il y avait de la brume, c'était généralement du beau temps. Et il y avait toujours l'un ou l'autre. Ou c'était de la brume, ou c'était de la hogne, qu'on disait, du vent, du mauvais temps. Nous préférions quand même la brume parce que ça nous permettait de travailler. Quoique cette brume, c'était dangereux. J'en ai vu partir, quitter le bord avec moi, partir, et puis il n'est jamais revenu. Alors je ne sais pas où ils sont partis. Ils se sont égarés dans la brume, ils se sont perdus, ils sont allés au loin, ils ont débanqué, ce qu'on appelle débanquer. Alors ils sont partis à la dérive n'importe où, ils n'ont plus vu de bateau, ils sont morts dans l'air de Rice, ou alors ils ont peut-être chaviré, on ne sait pas. Ils ne sont pas revenus. Il devait y avoir pas mal de Bretons là-dessous. Tous ceux qui sont morts, tous ces naufrages. Et la tempête, même la grande tempête ne vous faisait pas peur? Bah, j'étais comme tout le monde, hein, vous savez. J'aurais préféré qu'il ne fasse pas de brume, et j'aurais préféré qu'il ne fasse pas de tempête. Mais je ne peux pas dire que ça m'a affolé, non. Alors qu'est-ce qu'on va rencontrer d'autre, nous, alors, finalement? La brume, la tempête, les bateaux, et puis quoi d'autre? Qu'est-ce que vous n'avez rien à craindre autre que ça? La brume, la tempête et les abordages. J'ai réveillé l'autre nuit, j'étais tout seul de quart. Tout seul parce que Michel dormait. Jean a toujours fait son quart. Jean a toujours fait son quart, mais toi, tu n'as pas toujours fait ton quart. Mais grand cocombre aquatique, j'étais là avec toi. C'est vrai? J'étais témoin de tout. C'est toi qui dormais. Je t'en souviens pas. En tout cas, j'ai mis le radar en route et puis à un moment donné, il y avait une grosse tache. Je me dis, tiens, mais c'est sûrement un cargo. Et puis une tache qui s'agrandissait, une grande tache. C'était une grande tache. Oui, là, il disait. Puis là, je dis merde, je comprends plus, ça c'est les glaces. Je dis merde, on est déjà dans les glaces. Ok, chérie, merde. Ah bon, 6 nœuds là-dedans. Sans radar. On n'avait pas de radar dans ce moment-là. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui surveillait spécialement pour ça? Il y a toujours un homme de quart devant, qui est au besoin. De toute façon, oui. Il y a toujours un homme au besoin. Alors j'ai réveillé Amand, et puis j'ai mis le bateau à contre. Donc il avançait plus. Alors lui, le bateau n'avançait plus, et la banquise avançait. Et nous on était avec nos spots pour éclairer la banquise. Je vois rien moi, mais je vois rien. J'ai un gros truc à machin terrible qui s'avance. Oui, il est gros, ça fallait dire. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est, nom de Dieu? Mais qu'est-ce que c'est? Mais j'ai jamais vu ça, une chose pareille. C'était un nuage qui était un gros nuage, un gros grain, qui vous est arrivé dessus, hein. Il était tout noir. Le vu dessus. Qui vous a plu dessus. Ouais. Et puis le bateau était entouré à un moment donné de ce fameux iceberg là. sur le radar. Sur le radar. Et puis il s'est mis à pleuvoir. Voilà, ça fait drôle. T'as eu peur quand même, toi, hein? Mais moi j'ai rien vu. Le bateau s'est arrêté. Moi je croyais qu'on était rentré dans l'iceberg. J'étais là assis sur mon coussin. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Personne ne répondait. J'étais sûre qu'on était rentré dedans. J'ai eu peur. Ah, ça me fait peur, moi, ce genre de truc, hein. L'iceberg. Il y avait un chalutier qui avait tapé dans une fois. Ah, quand même. Il s'était raccourci de 4 mètres. Oh, de Dieu. Ah ouais? Vous n'aviez pas l'air d'avoir peur souvent, d'après ce que j'ai compris. Oh, si, j'ai eu peur quelquefois, si. Ben, je peux comprendre quand vous êtes tombé à l'eau, quand oui, j'ai eu peur cette fois-là. Oh, c'est pas quand j'étais à l'eau, je me suis pas rendu compte de rien.
Je ne me suis pas vu partir en l'air. Et lorsque j'étais à la mer, je n'ai pas eu peur. Je me dépatouillais comme on fait et pour essayer de survivre. Et puis c'est tout. Je ne peux pas dire que j'ai eu peur. J'ai eu peur après, pour le bateau, parce que c'était le bateau qui me faisait peur. Et ça faisait peur à personne? Ils nous disent rien, on leur dit rien. Oh, j'aimerais ça être un phoque. On va glisser là-dedans, là. Je voudrais me baigner. Regarde, il est déjà ouvert dans deux places. Faut pas s'approcher trop près. Ah, il chavire. Il y a des moments, ça chavire. Ah ouais, ça se casse la gueule. Ah ouais. Quand le haut emporte le bas. Et à l'envers. Chavirer. Ah ouais. Ah, il faut pas qu'on s'approche trop près quand même. Hein. C'est vert. Ça ressemble à une dent. Molaire de Dieu, aurait dit Victor Hugo. Molaire du diable, aurait dit. OK, on va sortir, alors. À la santé du iceberg, la belle dame blanche. Est-ce qu'on peut tomber en amour avec une chose pareille? Moi, j'ai une affection. Est-ce que vous avez senti la terre? Ça sent différent. Là, on sent bien la terre. Sans les herbes. Habituellement, ça sent mauvais, la terre. Non, il y a une sandeur. Quand on arrive après une traversée, c'est une odeur désagréable. Alors que là, c'est une odeur d'herbe sèche. Moi, je suis très content d'avoir traversé l'océan. C'est une manière d'exploit, tout ça. Et ça a été beau et fascinant. Mais je reste encore sur cette impression-là que c'est... Moi, j'ai commencé là, à Bonavista. On s'est retrouvés là dans vraiment une situation intéressante et curieuse. Le chaud, ben oui. Le quartier, il n'est pas à Bonavista. M. Cabot est à Bonavista. Parce que le quartier, c'est pas important à Bonavista. À Terre-Neuve, c'est pas important, le quartier. Moi, là, je m'attendais à voir Jean de quartier ici. Rosie, il est arrivé ici, puis... Non, ça me surprend pas. En arrivant hier, ou en arrivant, j'ai regardé sur toute la littérature pour les touristes. Là. Ouais. Il n'y a pas une seule mention de quartier. Puis moi, j'ai essayé de parler... Tu sais, à l'hôtel, j'ai essayé de parler à deux Anglais. J'ai dit Jacques Cartier. Je leur donnais toute la prononciation possible. Ils ne savaient pas c'était qui. Il y a des raisons historiques pourquoi ils ont attaché de l'importance à Cabot. Cabot, c'est un Italien d'abord, c'était pas un Anglais, mais il était au service des Anglais, de la couronne d'Angleterre. Et j'ai l'impression qu'on non seulement on l'a ignoré, mais on veut ignorer Cartier. Est-ce que c'est la timidité? La tranquillité. On va être emmerdé à chaque instant avec ça. Hein. Demain, on sort demain, on va avoir la même emmerdement. Hein. Peut-être pas, en le sachant, tu peux être prudent. Et oui, mais on n'a pas fait de fausse manœuvre l'autre jour. Hein. Non, mais si la drisse devient trop lâche, elle a plus de chances de sauter du rayon. Ouais. Le sachant. Ouais, c'est un peu merdeux leur truc. Hein. C'est plus facile de les tourner que de les pêcher. Oh la vache, les mouches. On va manger ça, vous croyez? Vous savez comment on les a pêchés? Non. Il y en a 9 dixièmes avec le filet, l'épervier, et puis il y a un dixième à la main. Regarde, hein. T'es pas froid? C'est encore assez frais. Ça rentre dans les bottes. Oh Dieu, c'est pas chaud. D'habitude, partout où on passait, on faisait un dessin du bateau. Hein. C'est une tradition? Oui. Coco, le petit oiseau va sortir. Ne parlez pas. Je vois 3 jolies demoiselles dans Babylone s'y promener. Si jamais je descends à terre, la plus belle je l'épouserai. Vivrons-nous toujours en tristesse
Aurons-nous jamais la liberté? Vivrons-nous toujours en tristesse? Aurons-nous jamais la liberté?